En 1991, à l'époque, je cherchais, donc je suivais un enseignement spirituel et j'ai voulu acheter un livre sur cet enseignement. Et quand je me suis retrouvé à la librairie de l'Inde à Paris pour acheter ça, à côté du livre que je voulais acheter, qui coûtait 120 francs à l'époque, et je n'avais pas d'argent, je faisais mon service militaire, j'avais juste le solde qui m'était donné pour ça. Juste à côté de ça, il y avait un tout petit livre qui s'appelait Yoga intégral et santé, la mer. 50 francs, et j'avais 50 francs dans la poche, et je me suis dit, bah, c'est quand même incroyable cette coïncidence, donc j'achète ce livre. Et donc j'ai acheté cette compilation faite par l'ashram sur la santé et le yoga intégral. Je suis parti dans ma caserne, j'ai dévoré ça, et suite à ça, j'ai appelé un de mes amis qui était bien versé dans ces questions de spiritualité, et je lui ai demandé, mais est-ce que tu connais Mahesh Aurobindo? Il me dit, Mahesh Aurobindo, c'est ce qu'il y a de mieux. En plus, toi qui es médecin, achète-toi le mental des cellules, tu verras, c'est fantastique. Alors, j'ai acheté le mental des cellules et ça a été un livre qui a été pour moi une révélation parce que j'ai découvert une aventure extraordinaire, complètement inattendue. Et donc, quand j'ai découvert ce livre-là, la première chose qui m'a surpris, c'est que ça m'a ouvert complètement le domaine du rêve, qui est devenu mon domaine d'expérience intérieure. Alors, j'avais la chance d'avoir au service militaire une chambre pour moi tout seul. J'avais une infirmerie où je soignais des patients, j'en voyais 2 par jour. Les jours où j'en voyais, donc j'étais tout seul, j'avais tout le temps. Et donc j'ai décidé, avec l'argent que je touchais de mon service militaire, de m'acheter tous les mois 1 ou 2 tomes de l'agenda de mer. Et c'est comme ça que l'aventure pour moi a commencé. L'aventure aurovillienne a commencé pour moi en Lorraine. Cette histoire-là m'a fait découvrir bien sûr l'agenda qui a été pour moi un document absolument fabuleux et qui m'a donc fait connaître bien sûr à travers les échanges qu'il avait avec Mère, donc Satprem. Alors le corps de Mère a commencé à avoir des expériences tout à fait fantastiques, n'est-ce pas, qu'elle ne disait qu'à moi parce qu'elle savait bien que je ne la prenais pas pour une folle. Elle comprenait, n'est-ce pas. Elle pouvait me parler alors qu'elle ne pouvait rien dire aux autres. Elle pouvait, parce qu'elle savait que pour moi, ayant vécu l'asphyxie que j'ai connue, tout était possible. Ou je voulais que tout fût possible. Alors, dans ce fond de la conscience cellulaire pure, n'est-ce pas, dégagée de ses revêtements, on commence à découvrir des choses tout à fait fantastiques. Et donc j'ai eu envie de connaître plus de Satprem, donc j'ai lu tous les ouvrages qu'il a écrits petit à petit. Et ça a été pour moi le point de départ de quelque chose qui allait être une révolution, parce que moi j'avais toujours dit, auparavant, s'il y avait un pays où je n'irais jamais mettre les pieds, c'est en Inde. Et bon, parce qu'à l'époque, je n'étais pas prêt et que j'étais certainement inquiété par justement les problèmes, la pauvreté, enfin toute l'image que l'on a encore en Occident sur l'Inde et qui en fait l'Inde n'est pas du tout ça. Au départ, je voulais partir au Bengale et puis quand j'ai découvert les agendas et qu'à travers les agendas, j'ai découvert l'existence d'Auroville, je me suis dit, je vais aller à Auroville. Et donc ce premier voyage en Inde, je l'ai fait en 92, l'été 92. Je suis parti 3 mois en Inde, je me suis libéré 3 mois. Mais quand je suis retrouvé à Auroville, ce qui est sûr aussi, c'est que là, j'ai vraiment eu envie d'y revenir. Et je me suis dit, mais ma place est ici, ma place n'est plus en Occident. Donc après ces 3 premiers mois en Inde et ce mois complet à Auroville, j'ai décidé donc de rentrer en France, de vendre tout ce que j'avais, et puis de travailler suffisamment pour mettre un peu d'argent de côté pour venir vivre à Auroville. Le 5 décembre 1993 exactement, je suis arrivé avec un cyclone. Je me rappelle encore de la route entre Madras et Auroville qui était parsemée d'arbres qui étaient déracinés, et il fallait contourner, etc. Donc c'était toute une aventure. J'ai passé 10 ans à Auroville, qui ont été pour moi 10 ans absolument extraordinaires, parce que Auroville est un lieu absolument magique, extraordinaire, où Mère est bien présente, mais moi j'étais toujours avec l'idée de rencontrer Satprem, j'avais toujours envie de savoir, et j'avais le souhait, le désir très profond de le rencontrer. Ça m'a poussé à interroger les personnes qui l'avaient rencontré, d'échanger avec eux, d'avoir des témoignages. Et puis petit à petit, j'ai appris qu'il y avait eu des correspondances entre Satprem et des Aurovilliens, donc j'ai commencé à glaner ces correspondances. Et j'avais le projet de faire un petit livre par rapport à ces correspondances-là. Et puis, bon, comme j'étais très pris avec mon activité de médecin par ailleurs, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ça, donc j'ai redonné tous les manuscrits à un autre Aurovillien qui s'est occupé de cette première publication.
Saint-Prème était très très concerné par Auroville et par les Aurovilliens, et il a essayé à sa façon de guider les Aurovilliens au mieux vers réaliser un Auroville véritable, de bâtir quelque chose différemment, avec toujours cette conscience de vérité, cette volonté de vérité derrière dans tout ce qui est fait à Auroville. Et donc, pour moi, il y a des lettres absolument remarquables sur Auroville, sur les conseils ou sur la vision qu'il avait d'Auroville, même si bon, Saint-Prème est décrié quand même par certaines personnes qui le trouvent par trop pessimiste ou qui le trouvent déplacé dans certains de ses propos, ou parfois trop dur, mais je pense qu'il avait une vision relativement précise, intérieure, de ce qui comment dire, de l'enjeu que représente Auroville. Maire avait dit beaucoup de choses sur Auroville. Il avait dit Auroville sera le berceau du surhomme. Et donc, pour moi, c'était quelque chose qui était très important d'établir ce pont avec cette conscience supramentale. Et Auroville était un lieu où collectivement on pouvait aspirer à cette descente du supramental pour que cette puissance vienne transformer justement le fonctionnement à la fois de la société aurovillienne, mais aussi le fonctionnement interne de chaque être. Et donc, puisque l'expérience de Maire et l'expérience de l'agenda, ou celle que Saint-Prème relate après dans Évolution 2 ou dans les carnets d'une apocalypse, c'est quand même aussi une épopée, une évolution qui se fait dans le corps, à l'intérieur du corps, au niveau des cellules. Auroville a toutes ces dimensions-là à jouer. À la fois, c'est un corps collectif qui a une conscience collective et qui a donc une aspiration collective à autre chose. Et donc, alors, les avis peuvent différer selon les individus. Les individus peuvent voir les choses chacun à sa façon, et c'est ça qui est aussi merveilleux. C'est cette richesse et cette complémentarité de l'approche des Aurovilliens qui est vraiment très très intéressante. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une vibration qui est commune aux Aurovilliens, que l'on retrouve chez tout le monde, et qui est reconnaissable de l'extérieur. Les personnes de l'extérieur, de Pondichéry ou que sais-je, le reconnaissent très bien. Mais c'est un travail qui est quand même, qui demande beaucoup, qui est très exigeant. C'est pour ça que Saint-Prème a été toujours très bienveillant. Et quand j'ai vécu à Auroville, j'ai eu très souvent, j'aurais bien aimé pouvoir aller le rencontrer, pouvoir aller simplement partager un silence avec lui, ou lui poser des questions, y avoir ses réponses. Moi, en tant que médecin, j'étais quand même très très concerné par ce travail corporel. C'est une aventure qui est quand même fascinante, et qui est fascinante parce que justement elle n'a jamais été faite, et que justement c'est une aventure qui donne plein d'espoir et qui donne un sens aussi à toute l'absurdité du monde dans lequel nous vivons, en Occident ou ailleurs, et qui donne un vrai sens à la vie. Enfin, pour moi, je me souviens quand j'étais enfant, je me disais mais c'est quand même absurde que l'évolution ait mis des millions d'années pour arriver à un être humain qui vit 50, 60 ans, 70 ans, et après. Je ne comprenais pas cette complexité, cette lenteur du travail de la nature pour arriver à quelque chose qui finalement regarde des matchs de football et qui boit de la bière le dimanche. Ça me paraissait un petit peu restreint. Et c'est vrai qu'avec la découverte de l'enseignement de Maire et de Schroer-Aurobindo et de Saint-Prème aussi, parce que Saint-Prème a aussi une façon d'écrire qui est absolument prenante, et Saint-Prème est un être d'une intensité qui est quand même totale, qui est radicale, et qui bien sûr ne convient pas forcément aux personnes qui n'ont pas cette intensité-là, et qui peuvent le voir comme étant un extrémiste, comme étant un fanatique, etc. Alors que je pense que c'est aucun fanatisme, c'est simplement une intensité d'être, une intensité d'aspiration, et qui est vraiment ce qui permet de faire jaillir autre chose. C'est vraiment d'arriver à ce point d'annulation de soi où il n'y a plus que ça qui compte, et il n'y a plus que cet appel, cette prière, cette aspiration qui compte et qui fait cette chose se produire, qui fait cette chose arriver. Alors, c'est clair que quand j'étais à Auroville, quand je vivais à Auroville, j'ai quand même, à travers les lectures que j'avais des agendas, que j'ai lus plusieurs fois, à travers les lectures de Saint-Prème, à travers les lectures de Maire et de Schroer-Aurobindo, bien évidemment. Et après, j'ai découvert aussi les hymnes du Rig Veda, dont Schroer-Aurobindo a traduit certains hymnes dans les hymnes à Agni. J'ai été amené à lire le grand hymne à Aton d'Akhenaton. Et quand j'ai lu ce grand hymne à Aton d'Akhenaton, j'ai ressenti la même force et j'ai eu la même expérience. Alors je me dis, tiens, il y a un lien entre l'Égypte, entre les Védas
et entre Satprem, et bien sûr Mer et Shkrobindo, ça c'est, voilà. Et c'est vrai que Mer parle dans les agendas du lien entre Satprem et l'Égypte. Et donc pour moi, c'était une preuve par neuf que c'était vraiment comme ça que ça se faisait. Et puis en 1997, je suis resté à Auroville jusqu'en 2002, j'ai fait un rêve, je marchais sur un chemin, et puis il y avait une femme âgée à côté de moi que je ne connaissais pas, mais qui m'était familière, je ne sais pas qui c'est. Et puis le chemin avance, et on arrive à une croisée des chemins, avec le chemin qui se divise à droite et à gauche, et avec une pancarte, avec 2 flèches de chaque côté. Et là, cette femme qui était silencieuse jusqu'à ce moment-là me dit, voilà, tu es à la croisée des chemins, tu dois choisir. Alors, si tu vas sur le chemin de droite, tu auras la vie ordinaire des hommes, tu auras toutes les richesses, tous les biens, tu auras le luxe, tu ne manqueras jamais de rien, tu seras riche, tu ne manqueras jamais de rien. Si tu vas sur la voie de gauche, c'est la vie spirituelle et tu iras jusqu'au bout. Choisis. Et là, c'était un moment de choix d'âme dans cette expérience-là. Et à ce moment-là, j'ai tout de suite choisi de partir à gauche. Et donc, je suis parti à gauche et j'ai commencé à marcher sur un chemin qui était extrêmement boueux. Et donc, avec des grosses flaques, etc., je n'arrivais pas beaucoup à avancer très vite. Et à ce moment-là, j'ai senti une main dans le dos qui m'a poussé, qui m'a fait avancer, me mettre à sec de ce passage-là. Et je me suis retrouvé au bas d'une colline avec des marches, une colline que je n'avais jamais vue, hein, bien évidemment, mais avec des marches très particulières construites. Et puis, donc, je me rappelle, je montais ces marches en courant, et à mesure que je montais, j'étais envahi d'une grande joie parce que j'avais l'impression de retrouver quelque chose que j'avais déjà vécu des centaines de fois. C'était d'une familiarité incroyable. Et j'arrive tout en haut dans une maison, très familière aussi, une maison avec, je me rappelle, un couloir avec des petites vitres, avec des petits carreaux sur la droite, et puis des salles sur la gauche. Et puis, j'étais tout seul, et puis je comprends que dans cette maison, je pense que je comprends parce que je n'ai pas souvenir que quelqu'un me le dise, je comprends que je vais passer un examen. Bon, alors il y a des salles, il y a personne, et puis je rentre dans une salle, il y a des gens qui parlent entre eux, etc. Et puis il y a une petite icône de Ganesh, je crois, et posée là avec une petite bougie, un petit bâton d'encens, et puis je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est mon tour de passer cet examen, donc j'enlève tous mes vêtements, je me mets tout nu, je me prosterne. Et je reste un long moment en prosternation devant Ganesh, et puis je me relève, et puis à ce moment-là, apparaît quelqu'un qui se présente à moi, qui me dit, voilà, je suis votre examinateur. Il me dit, vous avez tout donné au divin, c'est merveilleux, mais vous avez oublié une chose, vous avez oublié d'enlever vos chaussettes. Et les chaussettes, ce sont les sentiments. Alors là, j'en suis resté interloqué de ce rêve, ça m'a réveillé, et j'ai pas très bien compris, et c'est quand même un rêve qui a été assez incroyable. Alors l'idée saugrenue, peut-être, m'est venue de monter à Bénarès, et d'aller me baigner dans le Gange en chaussettes et de laisser partir mes chaussettes. Donc j'ai fait 1500 km pour aller faire ça. Effectivement, quand je suis revenu, je me suis senti libéré de quelque chose. Et puis pour moi, voilà, c'était, je l'ai compris comme ça, à l'époque. C'était en 97, et puis je suis parti d'Auroville donc en octobre 2002. Et puis je suis rentré à Paris, j'ai créé un cabinet. J'avais une vie, donc ça se passait très bien, j'avais beaucoup de patients, j'avais beaucoup de choses. Et puis quand même un jour, je me dis c'est quand même bizarre parce que dans mon rêve que j'ai fait, et à l'époque je n'avais pas regardé quelle date c'était, mais ce rêve était resté très très présent, je me dis c'est quand même bizarre parce que j'ai choisi de partir sur le chemin de gauche. Or dans ma vie actuelle, j'ai plutôt l'impression d'être sur le chemin de droite où j'ai tout ce que je veux, etc. Mais c'est pas ce que j'avais choisi à ce moment-là, et je me suis vraiment couché avec une question très très forte. Et la chose incroyable, c'est que cette même nuit, j'ai fait un autre rêve qui a été aussi incroyable. C'est-à-dire que je me suis retrouvé j'étais dans une pièce qui était ma chambre, et j'avais donc mon jeune garçon qui était en train de s'endormir. Et puis moi, je ne pouvais pas bouger, j'étais blessé à la jambe, je ne pouvais pas avancer. Et puis tout d'un coup, je regarde dans la pièce et je vois un immense éléphant indien. Et je me dis, mais tiens, c'est quand même bizarre, qu'est-ce qu'il fait là? Et puis, mais je continue avec mes occupations, maladroitement, parce que je ne pouvais pas marcher beaucoup. Et puis tout d'un coup, j'ai senti l'éléphant qui s'est posé sur moi. Et là, je me suis laissé faire complètement, sans aucune peur, rien à bouger. Et il s'est posé sur moi, et il m'a approché de son visage, et j'ai senti son souffle. Et ça a été quelque chose d'absolument extraordinaire. Et puis après, donc j'ai comme perdu conscience, mais j'étais conscient dans ce rêve. Et
il m'a pris dans sa trompe et il m'a bercé comme une mère. Et puis, au bout d'un moment, je me suis réveillé, il venait juste de partir. Et donc, mon petit enfant, donc certainement mon être intérieur, était de nouveau en train de se réveiller. Et ce rêve était déjà assez incroyable. Et le lendemain matin, alors que je ne la connaissais pas, je reçois un coup de téléphone d'une femme chez moi qui me dit « Allô, docteur Vidal ?» Je dis « Oui », ce qui me surprenait parce que c'était mon domicile, je n'avais donné ce numéro professionnel, enfin ce numéro à aucun patient, à personne. Donc j'étais surpris que quelqu'un m'appelle par mon nom de médecin chez moi. Il me dit « Voilà, je me présente, je m'appelle Yolande, je suis une amie proche de Satprem. Est-ce que vous aimeriez venir, est-ce que vous pourriez venir m'accompagner pour le soigner ?» Alors je dis « Yolande, tout de suite, quand partez-vous ?» Elle me dit « Je pars après-demain ». Alors je lui dis « Écoutez, après-demain, moi c'est super, mais moi je ne pourrais pas venir avec vous tout de suite. J'ai 36 000 patients, il faut que j'ai besoin de quelques temps pour pouvoir m'organiser, pour pouvoir partir. » Et donc, elle me dit « Pas de problème, prenez votre temps, moi je vous attendrai là-bas, on se retrouvera là-bas. » Alors c'était assez incroyable parce que je ne l'avais jamais vu. J'avais lu des lettres de Satprem à Yolande, parce que ça effectivement dans les correspondances que j'avais eues à Auroville, j'avais trouvé des lettres comme ça, de magnifiques d'ailleurs, de Satprem à Yolande. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé, qui m'a conduit à rencontrer Satprem, a commencé. Et donc j'ai annulé tous mes rendez-vous, etc. J'ai réussi à bloquer 10 jours et à partir 10 jours. Et donc le problème, c'est qu'il n'y avait pas de billet d'avion pour partir. Je ne trouvais pas de place pour faire un voyage simple, sans changer 3 fois d'avion, pour aller jusqu'à Bangalore. Et donc, par l'intermédiaire d'une amie d'amis, qui avait une agence de voyage, elle me dit « Écoutez, je vais regarder parce qu'il y a quand même Air France qui vient d'ouvrir une ligne directe Paris-Bangalore. » Je regarde. Elle me rappelle très vite, elle me dit « Écoutez, il reste une place. » Je dis « Vous la prenez. » Donc, elle prend la place. Et puis donc se pose après le problème de d'aller chercher le billet, etc. Alors comme j'avais déplacé tous les rendez-vous, moi j'avais plus aucun espace de libre pour pouvoir me déplacer, je n'avais personne pour pouvoir aller chercher le billet. Et donc je lui dis mais où est-ce que vous êtes, où est votre agence pour que je puisse m'organiser pour chercher ça. Elle me dit bah, écoutez on est à Nation. Alors je lui dis écoutez je ne sais pas comment je vais faire parce que c'est pas possible, j'ai des rendez-vous. Elle me dit mais où est-ce que vous êtes? Dans quelle rue travaillez-vous? Alors je lui dis, bah, je suis dans telle rue, dans le 14e arrondissement. Et là, j'entends un silence. Elle me dit, écoutez, j'ai rendez-vous demain chez mon gynécologue dans la rue d'à côté de la vôtre. Donc je viens vous amener votre billet. Alors ça, c'était quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a une précision matérielle, physique dans les choses quand elles doivent se faire, qui est quand même assez extraordinaire. Et tout s'est passé comme ça pour que je puisse partir, donc voir Satprem à Kotagiri. Et donc là, j'ai quand même... trouver un endroit absolument merveilleux, d'une beauté indescriptible, d'une paix indescriptible. Et bien sûr, je crois que je ne sais plus à quelle heure je suis arrivé, mais je crois que le premier jour, je crois que j'ai dormi, parce que j'avais besoin de me reposer. Donc Sujata, qui était la femme de Satprem, me dit, écoutez, reposez-vous, vous avez fait un grand voyage, prenez le temps de vous reposer, puis lisez, détendez-vous, etc. Et puis demain, vous rencontrerez Satprem. Donc je lui dis, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Et puis donc, entre-temps, j'ai fait connaissance avec Yolande, et je lui ai raconté un peu mon histoire. Elle me dit, mais bon, ça serait intéressant qu'un jour vous écriviez quelque chose pour faire tirer le fil d'or, justement, entre votre vécu, les expériences, etc. Donc je lui ai dit, pourquoi pas. Et puis... j'ai sympathisé avec Yolande et Yolande me dit mais il faudrait qu'on se revoie à Paris parce que vous savez, j'ai à la maison, j'ai toute une correspondance de Satprem pendant 40 ans, nous avons échangé des courriers et donc j'aimerais que vous les voyiez parce que je vais peut-être m'en débarrasser, je ne sais pas quoi en faire, je vais peut-être les brûler, donc j'aimerais que vous les voyiez avant. Alors je dis bah, écoutez bien sûr, on se revoit à Paris. Et puis ce qui m'a frappé c'est que effectivement je suis allé dormir, mais en fait je n'ai pas pu dormir. Parce qu'il y avait une présence, il y avait une force dans cet endroit, je sentais un Niagara de force blanche qui descendait en permanence, dans un silence, avec les chants d'oiseaux et puis les singes hurleurs qui sautaient d'arbre en arbre. C'était quelque chose pour moi d'assez fantastique, et je crois que j'ai dormi 2 heures et j'étais en pleine forme. Très vite et tout de suite, j'ai vraiment senti... donc chez Satprem, la présence de mer, comme je ne l'ai jamais senti auparavant. J'avais même presque l'odeur de mer, de ce qui est dans la chambre de mer. C'était très très présent, c'était très très vivant surtout. Et puis, donc le lendemain, donc matin, donc on me fait signe que je vais devoir
me préparer parce que donc Satprem va me voir. Et donc j'attendais donc dehors, j'étais assis sur quelque chose dans une pelouse. Et ce qui m'a frappé, c'est que j'ai senti tout de suite quelque chose comme un être qui s'est posé au-dessus de ma tête et qui s'est assis au-dessus de ma tête, un petit être. Et ça paraît assez incroyable. Bon, moi je suis ouvert à tout, donc voilà. Et j'ai accueilli ça avec ouverture et c'était vraiment quelque chose de très agréable, très très agréable, et qui est resté là tout le temps et qui m'a même accompagné après mon retour de Kotagiri pendant longtemps. Donc à un moment donné, on me fait Sujata vient me chercher pour aller voir Satprem, et puis donc Satprem sortait aidé par quelqu'un parce qu'il marchait difficilement. Et donc, je vais à sa rencontre. Et donc il a descendu une marche, et là, j'ai rencontré le regard de Satprem, qui était un regard absolument extraordinaire. Je crois que jamais, jamais je n'ai rencontré un regard comme ça, qui m'a complètement bouleversé, parce que c'est un regard qui était à la fois, il y avait ce bleu que j'avais vu dans les rêves, je retrouvais son regard qui était tellement familier, et puis en même temps, je sentais une telle porosité ou une telle vulnérabilité, comme s'il était poreux, réceptif absolument à tout, comme s'il sentait tout. Et je ne me suis jamais senti vu et regardé de cette façon-là. C'est comme si ça voyait jusqu'au fond de mon corps, jusqu'aux dernières petites cellules, étaient regardées par ce regard. Et en même temps, il y avait cette immense fragilité, il y avait une puissance absolument colossale dans ce regard, comme là encore, comme un Niagara qui descendait, mais dans une douceur. Et c'était blanc, c'était enveloppant, c'était très agréable, très très agréable. Quand Satprem m'a regardé, alors je ne sais pas combien de temps a duré ce regard, mais ça a duré pour moi longtemps. Mais ça a peut-être été 30 secondes, peut-être une minute, je ne me souviens pas. J'ai souri. Et puis, Satprem a dit à Sujata, « Oh, t'as vu, il sourit ?» Et donc, on s'est assis, et puis, la première chose que m'a dit Satprem, il m'a dit, « Est-ce que vous pensez que je suis fou ?» Et il était presque en larmes en me disant ça. Et je lui ai dit, « Non, vous n'êtes pas fou, c'est le monde qui est fou. » Et alors, je lui dis, mais il me dit, « Je ne comprends pas le monde dans lequel je vis, je ne comprends pas. » Il me dit, « L'évolution, pour moi, aurait dû s'arrêter aux oiseaux. Et je ne comprends pas cette espèce, c'est un monde étrange. » Et puis, il me dit, « Que cherches-tu » Alors je lui dis, la beauté, la vérité, et puis j'ai souri. Et alors là encore, il a dit, « Ah, mais t'as vu, il sourit ?» Et ça l'a vraiment beaucoup touché. Et il me dit, « La beauté, ça je comprends, parce que la nature, les arbres, les oiseaux. » Il me dit, « Mais la vérité, c'est une querelle d'école. » Je dis, « Non, mais pas la vérité qu'on lit dans les livres, la vérité que l'on vit, que l'on incarne. Ça m'intéresse. » Et donc, sa réflexion suite à ce que je lui ai dit, ça a été de dire à Sujata et puis à la personne qui était là, ça a été de dire, « Regarde, il est vraiment gentil. » Et il me dit, « Gentil, ça veut dire beaucoup, ça veut dire que tu es ouvert et que tu crois à cette nouvelle chose qui est là. » Et je dis, « Oui, bien sûr. » Il disait que son corps était écrabouillé par une tempête de plomb, il était très lourd, il avait du mal à se déplacer, qu'il avait du plomb partout, que c'était une tempête de plomb, qu'il avait de la foudre dans les oreilles en permanence, et qu'il sentait une grande force qui le descendait, qui rebondissait sous les pieds, puis qui remontait, puis qui redescendait en permanence. Dans l'expérience de Satprem, ce qui était goutte de nectar est devenu torrent, puis enfin Niagara. Ce que les cellules accueillaient délicieusement est devenu oppressant et compressant au niveau du cœur et du cerveau. Ce qui était solide liquide devient de plus en plus solide au niveau plus primordial du squelette. Ça résiste de plus en plus, écrivait Satprem. Satprem commença à appeler ce torrent d'énergie la foudre, car c'était d'une vélocité incroyable. Et je cite, comme une fraction de seconde pour descendre jusqu'au bout des pieds, et aussi perçant ou irrésistiblement, on pourrait dire inexorablement, écrasant et percutant qu'un éclair. Donc Satprem ne sortait plus beaucoup, mais là il a eu envie de sortir et de se promener. Et donc
Je crois il était au bras d'Yolande, et puis après il était à mes bras, enfin je le prenais sous le bras, et il marchait. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'il avait un regard d'une précision incroyable. Nous marchions, et puis à un moment donné, je lève le pied pour poser le pied par terre. Il me dit, arrête, ne pose pas ton pied. Enlève ton pied. Donc j'enlève mon pied, et là, il s'accroupit d'une souplesse absolument incroyable pour quelqu'un qui ne marche à peine, et il me cueille une toute petite fleur. Il me dit, tiens, c'est pour toi. Et donc ça a été, et il m'a accueilli comme ça plusieurs petites fleurs que moi je ne voyais même pas à l'œil nu, mais que lui voyait parfaitement bien. Et puis après nous sommes rentrés, puis nous avons discuté, etc. Et puis bien sûr j'étais venu pour essayer de le soigner. Hein. Il avait des douleurs physiques dont il parle beaucoup d'ailleurs dans ses carnets. Et c'est vrai que donc j'avais été appelé en tant qu'acupuncteur, puisque je fais de l'acupuncture et notamment de l'acupuncture auriculaire pour essayer de le soigner. Alors la coïncidence amusante, c'est que l'auriculothérapie est basée sur sur l'action que l'on peut avoir en piquant avec des aiguilles sur les voies nerveuses pour bloquer les influx nerveux douloureux qui vont monter au cerveau et notamment au niveau du thalamus, etc. Et ce qui était je parle de ça parce que dans le carnet d'une apocalypse qui était sorti à l'époque et que j'étais en train de lire dans l'avion en allant le voir, il y avait tout un petit article qui avait été découpé sur le thalamus et qui était donc dans les carnets d'une apocalypse et où finalement Satprem disait que tout ça c'était un peu de la foutaise parce que c'était une science de faussaires, etc. Et donc je me suis retrouvé donc à devoir essayer d'aider Satprem à essayer de le soulager et je dois dire que j'ai été très impressionné parce qu'effectivement, mon premier soin que j'ai eu avec lui, j'ai vraiment eu l'impression d'être un faussaire face à quelqu'un qui lui incarnait quelque chose, une conscience de vérité dans le corps. Et c'était quand même quelque chose d'inconfortable pour moi. Et surtout, il avait une sensibilité absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'il avait mal avant même sans que je pique, sans que je touche, ni quoi que ce soit. Donc il avait une sensibilité qui était absolument hyper développé, et puis pas seulement au niveau de la douleur, j'ai pu expérimenter la sensibilité qu'il avait. Il ne savait pas que j'avais vécu à Roville. Les personnes qui m'avaient fait venir m'avaient demandé de ne pas parler d'Auroville, etc. Et donc j'avais respecté ça, mais il me disait, c'est quand même drôle, la conscience d'Auroville est avec moi, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, j'étais quand même... Alors c'est vrai que j'avais aussi des contacts à ce moment-là au village avec certains Aurovilliens. Donc après ce premier entretien, j'ai eu besoin de marcher, j'ai eu besoin de sortir. Et donc je suis allé me promener au village, en bas. Et là, donc, je me suis dit, je vais appeler mes frères aurovilliens, les plus proches, pour essayer de partager ce que je vis, etc. Et là, je descends la route et j'arrive devant une montagne qui était exactement la colline de mon rêve de 1997, avec les marches, etc. Et là, j'ai eu un moment d'arrêt. Je me suis dit, c'est dingue. Est-ce que je rêve? Est-ce que c'est réel? Et je me suis assis, je me rappelle, sur une borne en pierre. J'ai regardé ça complètement stupéfait. Je me suis même pincé pour voir si je dormais, si j'étais en train de rêver ou pas. Et j'ai vu que c'était bien réel. Et je me dis, mais c'est quand même incroyable. Et là, j'ai eu le déclic. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. La maison que j'avais dans mon rêve en 97, avec le couloir, avec les fenêtres à petits carreaux, c'est la maison de Satprem. Là, j'ai compris. Je me suis dit, tiens, c'est incroyable. Ce rêve de 97, je l'ai fait quand même 9 ans avant. J'avais tous les détails de ce que j'allais vivre là après, quoi. Quand j'étais chez Satprem, les nuits étaient extrêmement mauvaises pour moi, pour deux raisons. Soit parce que j'ai vécu là-haut un nettoyage de mon propre subconscient, qui a été vraiment énorme. Parce que je me souviens que quand j'étais enfant, je faisais des rêves récurrents, qui étaient des rêves extrêmement angoissants. C'est-à-dire qu'à l'époque, on me faisait descendre dans des cachots, dans des souterrains, et il y avait des couloirs, et dans ces couloirs, il y avait comme des cellules, comme des caves, des cellules avec des portes en bois, avec des verrous, des cadenas. Et dans chacune de ces caves, il y avait des cadavres, des squelettes. Mais toujours quand j'étais dans cet endroit, c'était les morts qui se réveillaient, et on entendait les cadenas qui étaient en train de sauter parce que tous les morts étaient en train de sortir. Et moi, j'avais oublié ce rêve-là. Je l'ai fait des dizaines, si ce n'est pas des centaines de fois quand j'étais enfant. Et là,
j'ai revécu ces rêves-là. Et là, je me disais, mais c'est... Et donc, j'avais du mal à aller me coucher le soir parce que je savais que j'allais retrouver ça. Et c'était quand même pas facile. Et pareil à Auroville, quand j'ai vécu à Auroville, j'ai fait un rêve qui était récurrent, où on me faisait descendre sous terre. Enfin, on me faisait descendre. Je sentais une main qui me poussait sous terre. Et j'étais dans un lieu où je ne voyais rien. Je n'ai jamais rien vu dans ce lieu, si ce n'est qu'il y avait un escalier qui descendait, un peu circulaire. Et à mesure que je descendais, c'était de plus en plus intolérable. Il y avait là toute la douleur du monde qui était dans cet endroit. Et j'arrivais dans cet endroit, c'était d'une suffocation, mais insupportable. Insupportable. Et ça sentait le brûler, comme si on brûlait de la chair vive. Et quand j'étais chez Satprem, ce rêve-là est revenu plein de fois aussi. Des nuits étaient donc peu reposantes, parce que très souvent j'étais appelé la nuit par Sujata qui avait besoin de dormir et Satprem était réveillé. Alors c'était assez incroyable parce que il faut imaginer qu'on est dans une maison perchée sur une colline, isolée, loin de tout. Et là, Satprem me disait, écoute, mets-moi l'empereur. Alors il adorait le concerto de l'empereur de Beethoven et on écoutait le concerto de l'empereur à plein volume dans cette maison, avec le feu qui brûlait à côté. Et on écoutait ça en silence. Ou alors c'était tantôt des chansons dévotionnelles de Tagore, mais il aimait beaucoup Beethoven et c'était vraiment des moments assez privilégiés. Et puis il fumait son petit cigare, il demandait à fumer un petit cigare de temps en temps. J'ai vécu des moments absolument privilégiés avec Satprem, déjà dans le partage du silence, parce qu'il ne parlait plus beaucoup, il m'avait dit, tu sais, je ne parle plus beaucoup, je n'écris plus, je ne parle plus beaucoup, mais alors, il y a eu des heures où, par exemple, il était assis sur son petit fauteuil, et puis j'étais à ses pieds, et puis il me prenait la main, et puis il me regardait dans les yeux, et puis on restait comme ça. Et ça durait longtemps, et c'est comme s'il m'emmenait quelque part. Et il me disait, mais tu sens cette force colossale qui me traverse, tu sens ce plomb. Quel était ce milieu dense, solaire, au-dessus de la dernière ligne surmentale, dans lequel Satprem était entré? Un jour, celui-ci trouva par hasard la plus exacte définition possible, donnée par Sri Aurobindo au hasard d'une conversation, et comme par inadvertance. Sri Aurobindo l'avait appelé supramental, supermind, et il avait simplement dit « le supramental est plus fluide qu'un gaz et plus dur que du diamant ». Le corps de Satprem avait été pilonné par le supramental que Sri Aurobindo la mère avait fait descendre et avec lequel il avait été capable d'entrer en contact dès qu'il avait traversé les frontières du mental et du surmental. Le corps de Satprem, qui subissait la poussée de la nouvelle force, avait besoin de faire l'expérience des milliers de fois pour que le corps comprenne et adhère, et ces expériences concernaient la vieille charpente évolutive résistante et le processus de respiration. Parce qu'en fait, ce que j'ai pu observer, c'est que Satprem était effectivement dans un état où il n'était absolument pas malade, ni physiquement, ni mentalement, mais simplement il était dans un processus d'une expérience vivante dans son corps qui le traversait constamment jour et nuit. Quand on lit les carnets d'une apocalypse, on a l'impression à certains moments qu'il dit, bon, l'expérience a duré de telle heure à telle heure et après je suis parti me promener, c'est comme si l'expérience s'arrêtait, alors que là j'avais vraiment l'impression qu'il était en continu et qu'il était dans une sorte de convulsion qui le poussait vers autre chose, dans un autre état corporel, dans un autre état physique et dans un autre état cellulaire. Et il disait bien, de toute façon, que son corps n'était pas que ce qu'il vivait dans son corps signifiait quelque chose. C'était la transcription ou c'était le reflet de quelque chose qui se passait pour la Terre et qui était quelque chose qui était en train de se faire pour la Terre. Ça, c'est vraiment très important. Et il me disait aussi, tu sais, c'est un chemin qui n'est pas facile parce que cette puissance-là, de descente, cette puissance supramentale, elle attire à elle tout ce qui lui est contraire. Et donc, c'est quelque chose qui est dangereux pour physiquement et qui est donc dangereux aussi au niveau planétaire. Si on regarde bien ce qui se passe sur la Terre, on voit bien qu'on est toujours au bord de la catastrophe et qu'on comprend bien le parallèle entre cette force et le côté, limite entre les expériences de mer, quand elle parle dans les agendas, il y a certains grands passages où elle est
presque sur le bord de partir de l'autre côté, comme elle dit. Et puis finalement, non, il y a quelque chose qui la ramène. Mais c'est toujours très très tangent. Et on a l'impression qu'au niveau planétaire, c'est exactement la même chose. Au niveau de tous les conflits, de toutes les menaces de guerre, on frôle toujours la catastrophe. Et puis il y a quelque chose qui... Et je crois que c'est dans la tragédie de la Terre, Saint-Prème a une très jolie phrase. En parlant de cette expérience-là, de cette puissance-là, il disait « ça », donc cette puissance-là, ça attend les survivants. Ce qui veut dire que les survivants, ce sont ceux qui sont capables de traverser. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de destruction. C'est pour ça qu'il y a cette puissance-là attendre. Cette puissance-là ne cherche pas la destruction. Elle cherche justement à construire autre chose avec les éléments qui sont prêts, qui sont ouverts et qui peuvent participer et qui ont un minimum de préparation. C'est pour ça que Sri Aurobindo et Mère dans leur ashram étaient des pionniers dans le sens où ils ont introduit l'éducation physique, le sport, comme discipline de préparation corporelle à pouvoir recevoir cette puissance-là, ce qui n'était pas le cas des yogas traditionnels où on était assis en méditation et on faisait quelques postures de yoga. Là, ce n'est pas pareil. Donc c'est comme si le corps avait besoin d'une préparation, à une plasticité, voilà, de façon à pouvoir recevoir quelque chose. Et ça, bon, moi, je l'ai observé en moi quand j'ai vécu à Auroville, dans certaines expériences, et je ne suis pas le seul. Je sais que j'ai beaucoup de frères aurovilliens et de sœurs aurovilliennes qui ont partagé ce vécu, puisque nous l'avons partagé ensemble, nous en avons parlé. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui se fait. Je voulais dire aussi par rapport à l'énergie que Saint-Prème a pu me transmettre, que c'est ce qui m'a permis d'écrire l'épilogue à la fin des lettres de Saint-Prème à Yolande, qui ont été éditées et qui sont donc disponibles à la distribution. Et cette énergie est telle qu'à la lecture de cet épilogue, cela a pu engendrer un processus créateur et créatif chez Viviane José Restio, qui est une peintre que j'aime beaucoup, et qui, à la lecture de ce texte-là, a peint plusieurs tableaux qui sont absolument magnifiques. À ce moment-là, j'ai eu deux gestes que je n'ai jamais eus. C'est pris mes pigments, j'ai écrasé mes pigments, pouf, avec une puissance inouïe, d'une couleur et d'une autre couleur, et toute l'œuvre s'est déployée dans ce sens. Qu'est-ce que nous réserve de prendre en charge le corps du monde? J'aimerais dire ce que j'ai vu, un être totalement transparent et traversé par tout ce qui venait à son contact, d'une sensibilité extrême, donnant des apparences de fragilité et à la fois baigné de façon permanente par une puissance formidable qui se déversait à torrents sans relâche dans son corps. Une tempête de plomb pour reprendre ses mots. J'ai vu et senti dans son regard bleu cette puissance de feu et d'amour à la fois. J'ai vu cet être subir sans répit l'assaut d'une force colossale, comme dans une agonie ou une convulsion, à la mesure de l'intensité de cette puissance, se frayant un chemin dans le corps du monde. Je l'ai aidé du mieux que j'ai pu, mais j'avoue m'être senti totalement impuissant devant ce processus si extraordinaire et en dehors de la physiologie humaine ordinaire. Je connaissais l'expérience de Sri Aurobindo et de Mère. Je savais l'évolution en marche, mais j'ai vu, je sais que cela est, et je voulais en témoigner. C'est vraiment l'être total qui s'expanse, qui va s'expanser dans la lumière, pratiquement en conscience. Il est dans l'infinitude de tout nous devenir. Car il est à la fois dans une direction comme volontaire et en même temps, non. C'est dirigé vers une destinée plus grande que nous-mêmes. Alors à un moment donné, je lui ai dit, mais écoutez, j'aimerais bien pouvoir vous aider, j'aimerais bien pouvoir
prendre un petit peu de cette chose-là pour vous soulager. Et il m'a dit, mais tu es là pour ça, mon petit. Et ça a été une phrase qui m'a vraiment surprise. Et après, bon, il était visiblement content que je sois là, parce que c'est vrai qu'il était tout seul avec sa femme Sujata, puis la personne qui s'occupait de lui. Et moi, j'avais la sensation qu'il aimait la compagnie, qu'il avait besoin de parler. Et il était d'ailleurs avec Yolande, il était ravi quand Yolande est venue. Nous avons même rigolé. Enfin, c'était quelque chose de très, très convivial et de très simple. Et puis bon, c'était vraiment quelqu'un qui vivait dans une simplicité matérielle absolument totale, hein, avec pas grand-chose et se conformant avec pas grand-chose. Et qui était pour moi d'une sincérité totalement vraie, une sincérité absolue dans ce qu'il disait. Je vais raconter un autre rêve qui s'est produit parce qu'il a un rôle important à jouer. Enfin, il va raconter un petit peu certaines choses. Et dans ce rêve-là, je sais que le lendemain, je crois, Sujata devait partir chez le dentiste. Et donc elle est partie chez le dentiste, mais la veille au soir, dans la nuit d'avant, j'ai fait un rêve où j'étais avec Satprem, mais j'étais avec Sri Aurobindo, ce qui est rare, parce que j'ai très très rarement rêvé de Sri Aurobindo. Et Satprem m'enseignait à faire de la voile. Et donc, c'était vraiment très agréable. Et puis, ce rêve disparaît, puis apparaît un autre rêve, et où là, j'apprends que Satprem est mort, et que peu de temps après, Sujata est morte, qu'elle a suivi. Et là, je suis dans une révolte intérieure absolument complète dans ce rêve, et je dis c'est impossible, Satprem ne peut pas mourir. Et en fait, la scène est montrée, c'est-à-dire qu'on voit un bateau qui représente Satprem, qui est renversé. Et puis, la quille en l'air, et donc voilà. Et puis arrive un énorme bateau, comme un supertanker, un pétrolier, qui prend en remorque ce bateau, et puis qui l'emmène. Et puis je regarde cette quille, ce bateau, et je me rends compte que finalement il n'a rien du tout, qu'il n'a absolument aucune égratignure, qu'il est en parfait état. Et je raconte ce rêve parce que le lendemain, donc j'étais avec Satprem, et puis Sujata est parti donc chez le dentiste, donc c'était à 2 heures de taxi, donc aller, 2 heures retour, enfin donc c'était toute l'après-midi. Et puis donc Satprem me demande de marcher, donc je le fais marcher, on s'assied sur les marches, et puis il a un malaise. Et puis tout d'un coup, il perd complètement connaissance, il se révulse, les yeux qui se révulsent, etc. Et c'est comme s'il était en train de mourir, le lendemain du rêve. Alors je le soulève, je l'emmène dans son lit, j'appelle la personne qui s'occupait de lui, etc. Et j'arrive en voulant lui faire un point d'acupuncture pour le sortir de cet état, etc. Je prends mon tensiomètre, etc. etc. Puis quand je lui parlais, je lui dis écoutez, je vais vous piquer. Et là, il m'a écarté la main. Il m'a dit ne pique pas. Et là, il a commencé à répéter le mantra de mer, le mantra de mer, le mantra de mer. Et puis, moi, j'avais l'impression qu'il avait vécu quelque chose de... Enfin, j'ai essayé de ne pas mettre de diagnostic dessus, de formation mentale sur cette chose-là, mais bon, c'était quand même assez inquiétant de le voir comme ça. Et puis, il était immobile, mais il était conscient, il respirait, etc. Et puis, il ne parlait pas, et je n'entendais que le mantra, ma, ma, ma. Et puis, à un moment donné, quand Sujata est arrivé, il s'est levé, spontanément, et lui a dit « J'espère que tu n'as pas trop souffert » de chez le dentiste. Et puis voilà, c'est rentré dans l'ordre. Mais c'est quand même intéressant de voir la séquence du rêve qui était apparue et puis l'événement. Et puis après, bon, la postérité, c'est-à-dire 1 an après, c'est vrai que quand Satprem est parti, Sujata a suivi 1 mois après. Donc c'est quand même, voilà, je peux juste témoigner de cette chose-là. Je peux témoigner aussi d'une chose, c'est que quand j'étais donc chez Satprem, alors je disais tout à l'heure que le regard de Satprem était un regard qui était à la fois où on sentait toute cette vulnérabilité et toute cette puissance. J'ai parlé de Niagara blanc, mais c'est vrai que Satprem était un être quand même d'une intensité de feu extraordinaire. Et puis, je dirais par rapport à cette complémentarité entre la fragilité, la vulnérabilité et puis la force extrême, me revenait cette phrase que Sri Aurobindo ou Mère cite dans les agendas, c'est « fluide comme le gaz, aussi fluide que le gaz et aussi dur que le diamant ». Les deux opposés réunis qui sont la caractéristique du supramental. Et donc, c'est ce que moi je percevais à ce moment-là.
Il y a eu une fois, je me rappelle, parce que la personne qui s'occupait de Satprem m'avait dit que Satprem s'était réveillé un jour avec la sensation d'avoir un éléphant sur lui et qui est parti, qui a quitté la chambre le matin. Et donc, je lui ai parlé de cette expérience-là. Je lui ai dit, mais on m'a dit que vous avez vécu cette chose-là. Et je lui ai dit, moi, je partage mon rêve que j'ai fait donc, avant de venir. Comme quoi, je me suis senti écrasé complètement par un éléphant, mais dans l'amour, vraiment sans aucune douleur ni rien. Et je me suis abandonné complètement. Et c'est là où il m'a bercé, etc. Et il m'a dit, mais ça c'est très bien. L'éléphant, c'est le symbole de la puissance et de la sagesse. Et il me dit, il faut les deux choses. Hein. L'éléphant, c'est la sagesse et c'est la puissance, cette nouvelle puissance du nouveau monde qui est venue et qui t'a bercé. Donc, c'est pour ça qu'il était surpris d'avoir fait lui aussi ce rêve-là. Et je voulais revenir là-dessus. Et sur le fait que Satprem, quand j'ai voulu le soigner, effectivement au départ, j'ai voulu commencer avec des aiguilles d'acupuncture et je n'ai pas pu le piquer. Je l'ai piqué la première séance, mais heureusement, j'avais amené avec moi autre chose, j'avais amené un laser. Un laser, c'est donc un rayonnement lumineux infrarouge avec des ondes lumineuses cohérentes et qui permettent donc de travailler sur des points en les stimulant simplement en appliquant un laser et en contrôlant avec le pouce que l'on fait. Et c'est ce que j'ai pratiqué avec lui et je dois dire que ça l'a soulagé au niveau de ses douleurs, beaucoup plus que les aiguilles. Donc à la fin, je ne piquais plus, etc. Je ne travaillais qu'avec que le laser et c'est vrai qu'il marchait mieux, il était détendu, il se sentait globalement mieux. Et donc je pensais que je serais peut-être amené à revenir pour voir Satprem et pour le soigner. Mais la sensation que j'ai eue, à travers aussi tout ce que Satprem m'a expliqué, par tout ce qu'il a pu me dire, sur ce qu'il traversait, et sur le fait qu'il disait « mon corps est le chemin », et le chemin du monde. Ce qui veut dire que c'est vraiment son expérience physique, corporelle, traduisait quelque chose de collectif, de terrestre. Et c'est là où je me suis rendu compte que là, je n'étais plus devant un corps ordinaire, mais j'étais dans un corps qui était certes régi encore par quelques lois physiologiques, mais qui avait échappé en grande partie à ça, et qui n'était donc plus traitable de la même façon. Quand je suis reparti de chez Satprem, alors ce qui est certain, c'est que moi j'ai vécu chez lui 10 jours et 10 nuits qui ont été certainement pour moi les plus intenses de ma vie jusqu'à présent. Jamais je n'étais dans cette intensité-là, jamais je n'ai été traversé par cette force-là et jamais je n'ai été bousculé comme j'ai été bousculé avec tout ce que ça fait remonter comme difficulté, comme problème. Hein. Comme disait Satprem, je le répète, cette puissance-là fait appel à elle tout ce qui lui est contraire. Ben ça, je l'ai pu le vivre dans mon être. Et je peux vous dire que les mois qui ont suivi n'ont pas été faciles pour moi à traverser, mais bon, j'ai traversé ça. Après le passage chez Satprem, donc, toujours par l'intermédiaire de Yolande, qui a été quand même d'un dynamisme extraordinaire, elle a pu me mettre en contact avec, elle m'a fait rencontrer Doudou Dienne, qui est bien connu des Auroviliens, mais à travers Doudou Dienne, j'ai donc eu la grande chance de rencontrer donc une grande dame du Parlement indien, qui m'a mis en contact avec donc des grands médecins indiens et tout cela s'est fait dans la continuité du passage de Satprem et j'ai bien senti que c'était cette ouverture-là qui s'est faite, qui m'a ramené petit à petit en Inde, alors professionnellement dans un premier temps, c'est-à-dire que j'ai commencé à aller donner des cours d'acupuncture auriculaire à Delhi, j'en ai donné à Sarnath, j'en ai donné dans le Kerala, et puis j'ai rencontré donc des maîtres dans la marmathérapie, qui était aussi quelque chose qui me plaisait beaucoup et qui me passionnait à travers toujours cette femme du Parlement indien, de qui je suis vraiment extrêmement reconnaissant et qui est une grande amie. Mais tout cela s'est fait, j'insiste bien, après le passage chez Satprem. Et ce qui est certain, c'est que pour moi, Satprem aujourd'hui reste un phare dans ma vie, une force agissante à la fois sur le plan collectif, terrestre, global, comme mère et comme Sri Aurobindo, mais aussi chez les êtres, puisqu'en fait, il y a beaucoup d'êtres qui sont attirés par le yoga de mer et de Sri Aurobindo à travers les écrits de Satprem, qui continuent à se diffuser et qui sont traduits dans différentes langues et qui sont accessibles facilement sur Internet, etc. Donc c'est pour moi très important de souligner que l'importance qu'a eu et qu'a toujours Satprem dans la diffusion de la pensée et du travail de Mer et de Sri Aurobindo, et aussi de faire connaître, de pousser des personnes à faire l'expérience de venir vivre à Auroville.
toujours suite à Satprem, suite au passage de Satprem, j'ai été appelé à rencontrer Kirit Joshi, qui donc était quand même proche de Satprem et qui était proche de l'aventure physique de Satprem, qui le suivait de près et qui a quand même eu le grand mérite de défendre Satprem. C'est un Indien qui a quand même pris la défense de Satprem, alors que chez les Indiens, il n'était peut-être pas forcément très populaire. Et on lui doit beaucoup à Kirit par rapport à ça et par rapport à Auroville, hein, donc bien évidemment. Et donc, quand Kirit a appris que j'étais allé voir Satprem, il a voulu... non, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à Auroville, et donc Ganga Lakshmi, que je vais nommer pour la remercier, m'a proposé d'appeler Kirit pour lui raconter, etc. Et donc, nous avons eu une conversation au téléphone, et suite à cette conversation téléphonique, donc j'ai dû revenir à Delhi, et quelques mois plus tard, et Kirit, à ce moment-là, m'a proposé, m'a dit, écoutez, si vous venez à Delhi, venez passer un jour avec moi. Et donc, je suis venu aller passer un jour avec Kirit, où nous avons partagé beaucoup de choses, et là où je lui ai partagé vraiment dans le détail tout mon séjour, et tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais perçu, et il était très, très intéressé. Et il m'a dit qu'en 2006, donc la même année où je suis allé le voir, il avait reçu une lettre de Satprem qui lui a dit « Je suis arrivé au bout du chemin ». Je comprends beaucoup mieux maintenant ce qui se passe dans le monde à travers la lecture des événements, mais à travers une grille qui m'est propre et qui est liée au passage justement chez Satprem aussi. Et je sais que le monde avance vers quelque chose d'inéluctable, c'est-à-dire vers un avenir plus que radieux, même si les apparences ont l'aspect absolument opposé à cela. Ce n'est qu'une transition. Et c'est vrai aussi qu'à l'époque où j'ai soigné Satprem, je n'avais pas encore tous les outils dont je dispose aujourd'hui. La vie, les rencontres, toujours dans cette même continuité, ont fait que j'ai rencontré un grand professeur français qui a mis au moins une méthode de soins, de diagnostic, de prévention, de traitement, qui utilise le pouls et qui utilise la projection de couleurs. Et si j'avais eu cette méthode-là à l'époque où j'ai été soigné Satprem, je suis certain que j'aurais pu faire beaucoup plus que je n'ai pu faire à l'époque, avec les moyens limités que j'avais, qui étaient le laser. Bon, ça c'est mon grand regret, c'est de ne pas avoir pu faire coïncider ces deux choses-là. L'impression que ce que moi je ressens au jour d'aujourd'hui quand je travaille, c'est que quand je soigne des personnes qui sont malades, on voit que la maladie, c'est une force de désorganisation et que quelque part, la maladie, c'est la mort qui petit à petit s'infiltre dans le corps à travers cette désorganisation. Ça peut se décrire de différentes façons, sur le plan de l'inthermodynamique, avec une inflation de l'entropie, etc. Peu importe les choses techniques, mais le principe est là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va projeter sur un corps, avec le contrôle de ce que l'on fait, avec le contrôle scientifique, la prise du pouls, etc., qui permet de savoir, de diagnostiquer, qui permet de savoir ce que l'on fait, de savoir de quelle couleur va avoir besoin un patient, combien de temps et de quelle couleur il a besoin après, etc. Ce qui est quand même très intéressant, c'est que quand on apporte un rayonnement lumineux à un corps humain, on apporte de l'énergie. Et cette énergie, elle remet en vie des circuits qui ne vivaient plus. Et donc, moi, quand je travaille, je pense très très souvent à Sri Aurobindo et à Mère, et j'ai vraiment l'impression d'aller lutter, d'aller déraciner la mort là où elle est dans le corps et de ramener la vie. Et je suis profondément reconnaissant à la vie de m'avoir donné ce moyen de soin aujourd'hui qui est vraiment extrêmement puissant et qui va vraiment chercher au plus profond. Et si vous saviez les résultats que nous avons sur des choses même soi-disant irréversibles et soi-disant incurables, c'est quand même assez intéressant, ce qui montre bien que là on travaille sur autre chose, qui en fait, on va aller débusquer la mort là où elle est dans le corps et on remet la vie. Et ça c'est vraiment merveilleux. Oh, my child, this is thy mother's prayer. This is thy